Je suis très contente d'être parmi vous. J'espère que les résidents n'ont pas eu un peu marre de l'exploration électrophile. Ils en ont eu. Qu'ils restent, parce qu'il y aura beaucoup d'électro. Restez. Allez-y. Le marqueur, s'il vous plaît. PJRT. Non, il n'y aura pas. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas. Donc, voilà, on va essayer. Vous m'arrêtez s'il y a le moindre souci. Hop. Donc, un patient de 33 ans qui n'a pas d'antécédents et qui s'est présenté aux urgences pour des palpitations. Voilà, le CG. Voilà, simple. Pas aussi simple que ça. Ah, mais on va faire simple. On va aller dans une direction, dans un pathway. Voilà, pathway. Donc, fibrillation auriculaire, effet aspect accordéon, voilà. Après choc, les urgentistes n'ont pas patienté, ils l'ont choqué. Voilà. Voix accessoire, une belle voix accessoire alors. Donc, positive en V1, ok. Donc, positive en V1, vous arrivez à bien voir? Vous êtes trop rapide. Vous êtes géniaux. Je vais expliquer. Chose promise, chose due. On va expliquer aux résidents. Allez-y. L'image, c'est l'image qu'il va falloir toujours avoir en tête pour les résidents, pour les voix accessoires. Quand on va parler de voix accessoires, et j'ai voulu avoir un back to basics. C'est très important pour un électrophysiologiste de bien voir son électro, de bien le comprendre, pour savoir vers où on va. On ne va pas avoir un patient, allez, voix accessoire postéroceptale rapide, je vais monter les sondes. Il ne faut pas faire ça. Il faut bien voir vers où on va et dans quelle région on va travailler et quels sont les risques. Je pense que c'est très important et c'est dans cette direction-là que je vais orienter ma présentation de cette journée. C'est vrai, on est des électrophysiologistes, on essaye de tout faire rapidement et très rapidement on ablate, mais franchement, il faut vraiment prendre son temps. Donc, la partie antérolatérale, postérolatérale de la paroi latérale du ventricule droit, symétrique à gauche, et c'est toute la région que j'ai entourée en rouge de la région postéro-septale. Donc, tout à l'heure vous disiez positive en V1, négative en V3, mais comment vous définissez la positivité? 40 milliseconds. 40. Et j'ai bien cherché, c'est 40. Je suis désolée, je m'embrouille un peu avec le pointeur. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Voilà, ça doit être ça. Voilà, attendez, juste un instant. Voilà. 40 millisecondes de ma voix porte. Donc 40 millisecondes, je vais rester ici. Vous avez la fin de l'onde de P sur le CG de surface, vous voyez bien. Vous avez la fin de l'onde de P, on tire un trait, 40 millisecondes, et on a une deuxième ligne. La deuxième intersection de cette deuxième ligne avec le QRS définit la positivité de l'onde delta. Donc, voilà. Dans cette partie-là, on est sur une onde delta isoélectrique. Ici, on a une onde delta qui est positive, c'est 40 millisecondes, c'est pas très visible. 40 millisecondes. From the earliest delta on the machine, we see 20 milliseconds. According to the... Voilà. Donc, comment ça marchait là? Donc, voilà. Donc, j'ai appliqué l'algorithme de Davila. Donc, j'étais positive en V1, négative en D2. Donc, je suis sur du postéroceptal gauche. J'étais franchement contente. Voilà, postéroceptal gauche. Donc, j'étais très contente parce que quelques jours auparavant,
J'avais presque le même électro. Un patient pareil, qui a été là aussi négative en D3, positive en V1. C'était du postéroceptal gauche. Là, je vous montre la précocité à gauche, tir rapide, et j'obtiens la disparition de la voie accessoire. J'étais très contente, sympathique. Ce n'est pas le même patient, c'est le patient de la semaine d'avant. Donc, je suis allée très chaude là-dessus. Je pensais que ce sera pareil, du moment que j'ai les mêmes polarités. Sauf que, juste un instant, je m'embrouille avec ce truc-là. Voilà, la flèche. Voilà, donc là, en principe, voilà. Dès la montée des sondes, comme le patient était très vulnérable, rapidement, il passe en FA. Une FA qui était préexcitée. Voilà, préexcitation majeure en V1. C'était positif. Je commence à ablater. Voilà, ça disparaît. Et hop, ça réapparaît. Ça apparaît, ça réapparaît. Et c'était le début de la galère. Je vous fais grâce de la galère, mais je vous donne. En fait, c'est fini, ce sera. Mais pourquoi? Toute la question, pourquoi? Et pourquoi est-ce que. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on s'est trompé? Voilà. Parce qu'en fait, on a travaillé dans cette région-là, qui s'appelle la région postéroceptale. Donc, imaginez le nombre de voies accessoires qu'il y a. Une postéroceptale, il y a gauche, d'accord? Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. Et ça peut être surtout dans ces fameuses catastrophiques régions épicardiques. Voilà. Après, voilà. Donc, on parle de région postéroceptale. Tout à l'heure, je parlais de postéroceptale gauche, vous parliez de postéroceptale, d'autres vont parler de postéroceptale droite, mais en fait, ce n'est pas de véritable région postéroceptale. C'est un espace pyramidal inférieur qui est délimité ici sur les coupes scanographiques par cet espace, par ces pointillés-là. Et là, je suis désolée, mais voilà, c'est tout ce magma-là. Et il va falloir voir dans cette partie-là où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est à droite? Est-ce qu'on est à gauche? Est-ce qu'on est mid-septal? Donc il faut avoir des mécanismes, des moyens relativement simples pour pouvoir anticiper l'endroit vers où on va. Et j'attire votre attention sur cet espace-là. Vous voyez ici, ça c'est quoi? La coronaire droite. Et il y a ici une branche. C'est quoi? C'est l'artère du nœud auriculo-ventriculaire. C'est ce qui explique, quand on va travailler dans cette région-là, qu'on peut facilement toucher cette branche-là et on peut se retrouver avec un bloc auriculo-ventriculaire qui peut être régressif et parfois qui peut être relativement fatal. Donc, je reviens. Voilà. Bien sûr, l'artère du nœud auriculo-ventriculaire, c'est une branche de l'artère coronaire droite. Et là, c'est une représentation schématique de cette partie-là. Donc là, en haut, vous avez l'oreillette droite. En bas, vous avez l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Et vous voyez le sinus coronaire avec sa veine cardiaque moyenne, la veine cardiaque postérieure, et tous ces branches-là, ces fibres musculaires qui sont de véritables voies accessoires et qui peuvent être pas aussi rigides, pas aussi droites qu'on le veut, nous, électrophysiologistes mathématiques. Donc, on le veut droit, simple, je vais ablater l'insertion auriculaire, l'insertion ventriculaire, elle doit être en dessous. C'est pas toujours aussi évident. L'obliquité de ces fibres-là crée la difficulté de la chose. Et donc, voilà, donc là, voilà. Donc, je me suis rabattue sur le premier ECG. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a dit qu'il y avait une onde delta qui était positive en V1, négative en D3. Et qu'est-ce que vous regardez aussi? Il y a la flèche. Elle est en D2.
elle était négative en D2. C'est l'endroit qu'on ne regarde pas si souvent que ça. Voilà. Et quand je me suis rabattue encore une fois sur le premier ECG, regardez en D2, c'est bien négatif. Et c'est ce que j'aurais dû regarder dès le départ. Voilà. En appliquant l'approche d'Arruda, qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus spécifique que le premier algorithme que j'ai appliqué, voilà. C'est une approche de step by step. Donc, la première étape, il va falloir chercher les voies accessoires latérales gauche. Les voies accessoires latérales gauche, on les suspecte quand on a une onde delta qui est négative ou isoélectrique en D1, ou, je dis bien ou, une voie accessoire avec un aspect V1 supérieur R supérieur à S. Si on a cet aspect-là, on est sur du latéral gauche. Et c'est la première étape d'application de l'algorithme. La deuxième étape est directement, on va regarder la D2. Quand on regarde la D2, on est directement orienté vers une voie accessoire sous-épicardique avec une sensibilité et spécificité très importante. Et donc, imaginez, à partir d'un électrocardiogramme de surface, on part sur quelque chose d'épicardique, on va rechercher des possibilités d'anomalies veineuses. Et voilà l'algorithme représenté de façon un peu plus sympathique. Donc, en premier, on élimine les left free wall accessory pathways. En deuxième lieu, on élimine les pathways qui sont situés dans le sinus coronaire ou dans la veine cardiaque moyenne. Après, toutes les voies accessoires septales, et on va les détailler, et en dernier, les voies accessoires du ventricule droit et son right free wall. Donc, entre ce qu'on a suspecté de septal ici et de sous-épicardique, il y a tout un ensemble. Et là, si on part sur quelque chose de septal, on va regarder par la suite la VF, si elle est positive, si elle est négative, on va se retrouver avec des voies accessoires plutôt sur la ventricuspide, sur l'anneau mitral, et ça va orienter toute notre exploration par la suite. Voilà, donc je vous montre les sensibilités et spécificités très élevées ici. Dès qu'on regarde la D2, si on n'est pas dans le cas d'une voie accessoire latérale gauche, dès qu'on regarde la D2, on part sur quelque chose d'intracoronaire avec une sensibilité et spécificité très très élevée. Voilà. Pour ces cas-là, donc bien sûr, on a parlé de l'onde de delta qui était négative en D2. On va regarder bien sûr l'activation. Donc là, on va se transformer en électrophysiologiste avec des ondes en intracardiaque. Il faut regarder la primo-activation auriculaire en tachycardie qui va être située au niveau du sinus coronaire proximal. L'oreillette la plus précoce. Donc tout ça, vous le connaissez, je ne vais pas vraiment trop le détailler. Et pourquoi s'acharner dans ces trucs-là? Comme on l'a dit, c'est pour pouvoir prédire à quoi est-ce qu'on s'attend. Si on voit des électros comme ça, il faut prévoir une sonde irriguée au mieux. Il faut aussi avoir à l'affût et avoir en tête qu'il va falloir prévoir éventuellement une coronarographie pour bien localiser la coronaire droite. Au mieux, avoir une angiographie du sinus coronaire, et un autre détail technique, quand on fait l'ablation dans le sinus coronaire, ne jamais avoir une sonde qui pointe vers le haut, parce qu'on risque à ce moment-là d'avoir des lésions au niveau des artères coronaires et au niveau aussi du nœud auriculo-ventriculaire, et ne jamais oublier la possibilité d'utiliser la cryoablation quand on est vraiment très proche des structures de conduction normale. Voilà.
Donc, les cibles d'ablation sont des cibles classiques. Juste un petit... j'attire votre attention sur les précocités qui doivent être aux alentours de moins 20 millisecondes pour les postéroseptales droites, aller jusqu'à moins 15 millisecondes pour accepter 5 à 15 millisecondes pour les postéroseptales gauches. Vraiment regarder l'unipolaire qui définit le début de la déflexion. Quoi d'autre? Voilà, donc mes take-home messages, c'est pour attirer l'attention sur cette région postéroceptale, pour dire que les voies accessoires postéroceptales ne sont pas véritablement des voies accessoires septales, non, mais elles sont localisées dans l'espace pyramidal inférieur qui est assez complexe. Ça va nécessiter un mapping exhaustif de toute la région, de l'anneau tricuspide, de l'anneau mitral, vraiment mapper carrément dans le sinus coronaire et même avoir une belle angiographie pour rechercher même des diverticules de ces sinus coronaires là où des voies accessoires peuvent être localisées. Les cibles d'ablation resteront pareilles, mais on peut tomber même par hasard sur des potentiels musculaires au niveau du sinus coronaire et pour tout ça, préparer ce qu'il faut pour entamer une telle ablation. Voilà. Et surtout, être patient. Voilà.